Avec l'aide du président Compaoré, il recrute, forme et arme au Burkina Faso de nouvelles troupes rebelles qui doivent leur permettre de prendre le pouvoir pour le compte d'Alassane Ouattara. Pour Blaise Compaoré, comme pour Alassane Ouattara, les frontières issues de la colonisation n'ont pas de signification. Écoutons-le. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiené, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Les autorités françaises ne font rien pour mettre un terme à ces tentatives, alors que cela leur aurait été facile. En effet, le Burkina Faso est le bras armé de la France dans la sous-région, et rien de ce qui s'y passe ne lui échappe. Les troupes rebelles pénètrent à nouveau en Côte d'Ivoire en septembre 2002, alors que le président Gbagbo se trouve en visite d'État en Italie. Le coup échoue à Abidjan, mais les rebelles, après avoir commis des massacres, s'emparent du nord du pays. Laurent Gbagbo demande alors, conformément aux accords de défense, l'aide de la France, qui refuse. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire, ivoirien, si je puis dire, et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Les rebelles mettent en coupe réglée le nord du pays, font régner la terreur et se livrent à toutes sortes de trafics. Moi, je me souviens très bien d'être allé à Bouaké et d'avoir marché un petit peu avec mon général dans les rues de Bouaké vers le marché, etc., ou dans la caserne où étaient stationnées les forces nouvelles, et c'était absolument n'importe quoi. Et en face de nous, on avait des gens qui avaient uniquement du pouvoir par la violence, par la terreur qui faisait régner. C'était plus des chefs de gang. C'est vrai que c'était tout sauf très rassurant. Et il faut s'imaginer à la place des populations qui étaient dans le nord du pays ou dans l'ouest du pays, côtoyer au quotidien des gens qui étaient sans foi ni loi. Qu'ils ont absolument mis à sac la partie nord du pays. Je me souviens très bien d'être allé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Bouna, où là c'était absolument la terreur qui régnait. Ils étaient une bande armée qui faisait régner un semblant d'organisation. Et la population était effarée, elle était terrée chez elle. Et puis c'était des exécutions sommaires. Dans le nord du pays, on a retrouvé, enfin c'est l'ONU, le porte-parole de l'ONU qui me disait ça à l'époque, on a retrouvé des containers remplis de prisonniers exposés en plein soleil. Donc si vous voulez, c'est difficile hein, de vouloir après engager une quelconque négociation. Les proches de Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, prélèvent leurs dîmes sur les profits que tirent les chefs rebelles de ces trafics. Les chefs rebelles, soutiens d'Alassane Ouattara, dont certains sont burkinabés, sont proches de Blaise Compaoré. Les responsables du régiment de la sécurité présidentielle burkinabé, en particulier les généraux Diendéré et Zida, participent à l'exploitation du nord ivoirien. Les autorités françaises empêchent le gouvernement ivoirien de chasser les rebelles, alors que d'après Gildas Lelydec, ambassadeur de France à l'époque, il aurait fallu 3 jours, même pas, pour reprendre le nord et pour arrêter tout le problème. Il n'est pas exagéré de dire que ce sont les autorités françaises qui ont permis aux rebelles de prospérer pendant 8 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire, au détriment des populations. Il y a un vrai dialogue qui s'est noué ce matin, et je crois un bon dialogue qui a permis d'avancer dans la voie qui est la nôtre. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui fuient le nord du pays et les exactions des rebelles. En novembre 2004, l'armée gouvernementale ivoirienne lance une opération militaire pour repousser les rebelles au-delà de Bouaké et y assurer la protection des populations. Cette opération échoue du fait de l'intervention française. Surtout, les événements de novembre 2004 semblent, d'après des responsables français de l'époque, révéler une tentative de complot visant à écarter Laurent Gbagbo du pouvoir.
le bombardement d'une position française à Bouaké conduit à la destruction de l'aviation ivoirienne par les soldats français et à l'intervention d'une colonne blindée française au cœur d'Abidjan qui encercle la résidence du président Gbagbo avant de se retirer à l'hôtel Ivoire, à quelques centaines de mètres de là. Ali Oumari a dit que c'était pour protéger l'ambassade de France. On a dit que c'était une Jeep de l'ONUCI qui avait mal guidé les chars français. Je ne crois absolument à aucune de ces versions. Dans les heures qui suivent, les hélicoptères français tirent sur la foule qui tente de traverser la lagune afin de manifester devant le camp militaire français. Ils font des dizaines de morts. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Puis, la colonne française, retranchée à l'hôtel Ivoire, force le blocus pacifique que les populations ont organisé autour de l'hôtel, faisant là aussi des dizaines de morts. On se rapproche de la vérité. Reste une question. Comment des tirs d'intimidation ont-ils fait 16 morts et 76 blessés par balle? Siamo assolutamente certi, diciamo al 99,9%, che quell'ordine non è venuto da Gbagbo, che non aveva alcun interesse a fare una cosa del genere. Se voi fate attenzione a tutto quello che successe dopo quel bombardamento, vedrete che i francesi avevano in testa solo un'idea, ed era eliminare Gbagbo, farlo fuori. E se non l'hanno fatto è solo perché la popolazione ivoriana è scesa in piazza a difenderlo. Au même moment de l'élection de Laurent Gbagbo, en octobre 2000, les Ivoiriens viennent de vivre des heures terribles. Les soutiens d'Alassane Ouattara ont pris le pouvoir en décembre 1999, puis tenté de le reprendre en septembre 2000. Quant au général Gueye, il a tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle. C'est parce qu'il est conscient de la fragilité du pays et qu'il est déterminé à assurer le bon fonctionnement de ses institutions que dès son élection, le président Gbagbo constitue un gouvernement d'union nationale. Jusqu'à la guerre de 2010, il y aura dans tous ces gouvernements des représentants des différents partis politiques ivoiriens. Même le RDR, le parti d'Alassane Ouattara, sera représenté. Le président Gbagbo ira jusqu'à nommer au gouvernement, à partir de mars 2003, des rebelles, au premier rang desquels le chef de la rébellion, Guillaume Soro. Il est important de noter que dans la plupart des gouvernements, les membres de l'opposition politique seront en majorité. Pour prix de leur participation au gouvernement et de leur intégration dans l'armée nationale, les rebelles s'engagent à désarmer et à permettre le retour des autorités civiles dans le nord du pays. Mais ils ne respecteront jamais leurs engagements. Il faut dire que leur but affiché restait la saisie du pouvoir. Le 2 novembre 2004, le général Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major particulier du président français de l'époque, Jacques Chirac, écrivait une note dans laquelle il accusait directement Soro, inspiré par Ouattara, de bloquer le désarmement des rebelles. L'officier ajoutait, et je cite, « Il conviendrait de tenir aux deux intéressés, Soro et Alassane Ouattara, un langage politique convaincant en soulignant que la seule possibilité de renverser le président Gbagbo passe par les élections, processus lui-même conditionné par le désarmement. » Mais les autorités françaises s'opposeront jusqu'au bout au désarmement des rebelles, ce qui ne pouvait
peut conduire à la catastrophe. Si les rebelles se livrent au trafic d'armes, s'ils disposent d'armes lourdes, malgré l'interdiction édictée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'en est pas de même de l'armée gouvernementale et des forces nationales de maintien de la paix, dont les autorités françaises s'assurent qu'elles ne parviennent pas à contourner l'embargo. Malgré le fait qu'il n'y ait plus d'État dans le nord du pays, où les populations sont soumises à l'arbitraire et aux exactions, les autorités françaises font pression pour que les élections présidentielles aient lieu en 2010, alors que la situation ne s'y prête pas. Selon un rapport des Nations Unies, rédigé par des experts en septembre 2010, mais maintenu caché à l'opinion publique, et finalement publié le 27 avril 2011, organiser des élections, alors que les rebelles n'avaient pas désarmé, ne pouvait conduire qu'à la catastrophe. You need to unite the country first, to demobilize and integrate the rebels into one national army, and that only in those conditions would it be possible to have democratic elections.